a terminé celui-là. La charge lourde, le nerveux, c'est fini. Maintenant, on va rester sur du lourd, mais avec un peu plus d'endurance musculaire, en passant sur 3 séries, sur un autre mouvement, avec que du rest-pause. Prochain exercice, on va faire rowing buste penché en pin start, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans la cage et à chaque fois, on va poser la barre entre chaque répétition, comme on a fait au soulevé de terre. Le but, c'est de mettre le plus lourd possible sans que ce soit les lombaires qui lâchent. Le fait de poser à chaque fois sur la cage, on va décharger les lombaires et on va pouvoir repartir fortement en puissance sur les trapèzes, arrière d'épaule, rhomboïdes, etc. Donc toute la région haut du dos. Voilà. On va faire une première série à la 6 RM, 6 reps, max. Je vais lui en demander 12 et on va utiliser le rest pause. Arrivé à 6, il est en échec. On va voir si on arrive à être bon sur la détermination de la charge. Et puis, on va aller tranche par tranche jusqu'à 12 reps. Deuxième série, on fera la même chose mais sur une 8 RM. Donc on va baisser un peu le poids et je vais lui en demander 16. Et troisième série, on va mettre une 10 RM, un petit peu plus léger. Je vais lui en demander 20. Ça reste toujours des charges qui sont lourdes, 6 RM, 8 RM, mais avec un gros volume, puisqu'à chaque fois on double le nombre de reps. Donc là, on est sur de l'endurance musculaire. Celui-là d'exercice, on était sur de la masse que moi je vais appeler accès force. Là, on va être sur de la masse pure. Et même, on va peut-être se diriger un petit peu sur de l'hypertro parce qu'effectivement, on a un volume de répétition qui augmente. 6 fois, en sachant que c'est un mouvement où tu peux quand même tricher, tu peux en gratter une ou deux. Donc là-dessus, surestime-toi. 140? Ouais. Après, je t'avoue que j'ai pas besoin de m'échauffer beaucoup plus que ça. Là, j'ai les lombaires Je pense pas. qui sont prêtes. Sincèrement, je pense pas. Ce que tu vas faire, par contre, c'est d'en faire une, là, maintenant, tout de suite, pour savoir si tu peux mettre 150 ou 160 ou quoi. Et si tu me dis non, on reste à 140, on prend 30 secondes et on y va pour la première série. Là, mon facteur limitant sera les lombaires. C'est fait pour ça, le rack. Là, je le sens. Donc tu poses et tu renvoies, mais pose à chaque fois. Ok. Décharge complètement les lombaires. Ok. Allez, mets-toi bien au milieu du rack si tu veux. Fais comme si tu partais sur un rack pull. Ouais. Et une fois que tu as passé le genou, tu mets une flexion de bras. Ah ouais. Là, c'est moteur. Voilà. C'est ça. C'est ça. On part sur la série, Anto. Continue. 4. 5. Allez, plus haut. 6. Ok, reste sanglé. 20 secondes. 19. 18. C'est tout à fait ça. 6. 5. 4. Là, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Allez, le plus haut possible. Allez, vas-y, arrache-la. Tu y étais bien, tu étais dedans. Remets-toi dedans. La première. 1. Ça fait 7. Arrache. 8. Encore 2. 9. Encore une. 10. 11. Allez, va me chercher la dernière. 12. Ok, c'est bon, descendre. Au point de vue moteur, c'était dur. C'est pas habituel parce qu'effectivement, tu l'as jamais fait. Encore une fois, on reste sur des amplitudes qui sont pas très grandes. Et le but, là, c'est d'essayer d'envoyer un maximum de vitesse et encore une fois, d'influx nerveux sur des mouvements assez courts, tu vois. Ouais, là, si on parle de sortir de ses zones de confort, les 2 premiers exos, c'est ce que je fais pas déjà habituellement. C'est ce que j'ai pas fait depuis. Là, en fait, tu vois, tu vas avoir ce qu'on appelle des effets retardés. C'est la prise de force. Ce que tu fais là, cet impact sur le système nerveux, donc cet impact sur la force, tu vas pas le sentir à l'instant T. Parce qu'à l'instant T, t'as pas de congestion, tu n'auras pas plus de ça de courbature, tu vas juste être très fatigué. Par contre, au fur et à mesure des semaines et des mois, tu vas vraiment sentir une progression au niveau de ta force, qui te sera productive sur les exercices après un petit peu plus analytiques. Tu vois? Surtout que, en fait, je pense que c'est un peu inconsciemment, mais j'ai toujours en fait pris de la force sur des séries longues parce que j'ai toujours été fort sur l'endurance. Je te prends l'exemple, tu vois un squat à la Smith, tu me mets 180, je peux claquer 20-25 reps, tu me mets 220, j'en fais 6. J'ai un écart de force. Alors tu sais ce que ça peut être ça? Ta typologie de fibre? Alors ça oui, parce que c'est quasiment comme ça pour tous les groupes musculaires. Voilà. Et alors du coup, moi je pars du principe, là on va rentrer dans la science, c'est que l'entraînement, on sait qu'il influe sur ta typologie de fibre.
tes fibres elles peuvent changer en fonction de comment tu t'entraînes. Tu vois, demain, tu vas te mettre au marathon, ben, tu vas créer un maximum de fibres rouges. Tu vois, des fibres lentes avec... voilà. Si tu t'entraînes de manière à changer ta composition de fibres, c'est-à-dire que tu t'entraînes de cette manière-là, logiquement, tu vas créer plus de fibres blanches. Donc, ces fibres qui ont un potentiel d'accroissement hypertrophique, soi-disant, parce que je dis soi-disant, tout ça c'est de la science, plus important. Si tu veux faire de l'hypertrophie, que tu veux prendre du volume musculaire, il faut essayer d'avoir une majorité de fibres blanches. Donc, il faut s'entraîner en conséquence. Je suis en train d'écrire un article sur les mollets, uniquement sur les mollets, parce que les gens te disent, les mollets c'est un muscle endurant, il faut le travailler en série longue. Ben non, parce qu'en fait tu l'entraînes tout simplement dans sa zone de confort. Vu que le mollet, les solaires, ils sont composés à 80% de fibres rouges, si tu continues de l'entraîner comme ça, tu vas le rendre de plus en plus endurant. Sauf que c'est des fibres qui ont un potentiel hypertrophique 50% plus faible que les fibres blanches. Entraîne-toi en lourd et en coupe, transforme tes fibres lentes en fibres rapides et fabrique des fibres qui ont un potentiel d'accroissement hypertrophique plus important. Et moi, je pars sur ce principe-là pour tous les autres groupes musculaires, en fait. Du court, du lourd. Ça, c'était ma théorie il y a un an, je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Ah, c'est un tout. Et comme je te disais, il ne faut pas faire que ça. Mais à 80% de l'année, je vais faire ça. Oui. Après, comme tu le disais bien aussi, c'est tu pars sur quelque chose qui est proche de tes limites en termes de capacité de récup. Tu le tiens un maximum de temps. Quand ça passe plus, ça passe plus. Oui, parce qu'un protocole d'entraînement comme ça, aussi nerveux, tu peux pas le faire pendant très longtemps. Et encore, ça dépend. Moi, je le tiens probablement moins longtemps que toi, ce qui est sûr. C'est toujours une question d'entraînement. Une question d'habitude. Exactement. Et ça, le jour où les gens accepteront que quelqu'un qui a 15 ans d'entraînement est plus endurant à la salle que quelqu'un qui a 3 ans, et c'est là où tu peux pas tout calquer. Tu vois, je regardais les séances de Martin Fitzwater et Brett Wilkin. Ouais. Les mecs, ils sont tout le temps là, ils disent ouais, on s'entraîne en low volume, on favorise les séries lourdes. Tu vois que low volume, c'est 7 exos de pec, 2-3 séries par exo. Wow. À la fin, t'es en mode genre, les gars, vous avez fait entre 14 et 20 séries avec des barres à 180. C'est la définition de low volume pour un Olympien, tu vois. Voilà. Voilà. Sauf que un pratiquant intermédiaire, tu lui dépasses 10 séries à l'échec coaché en salle, il est rincé et sans intensification. On est à ta 5e série. T'as vu dans quel état tu es déjà? Ah oui, je le sens. Là, on va sortir de là. C'est l'expérience qui fait que je peux tenir sur le reste de la séance avec la concentration, mais je sais que je suis entamé. La Je sors de là, je suis concentration. entamé. On part sur 8 reps, mon gros, là. Ouais. Si c'est plus, c'est plus. Si c'est moins, c'est moins. Objectif, j'ai 8. Et je devrais me sentir mieux là. Et 16 au total. Ok. Avec la première, je devrais me sentir mieux. Essaie de vraiment me mettre une bonne Ouais. rétraction ici. J'y arrivais pas avant. Juste avant, c'était un peu long. Quitte à amener la barre sous les pecs plutôt qu'au nombril. Ouais, ok. Allez. Très bien. Excellent. Là, on est bon. Excellent. Verrouille 4. Envoie. 5. Voilà. Serre-moi sur le haut du dos. 6. Ok. 7. Allez. Ok, c'est bon. 20 secondes, mon gros. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Allez, max de rep. Sous les pecs. Voilà. C'est mieux la trajectoire. Droite. Ok. Ça fait 12. Encore une. 13. Une dernière. Ok, 13, c'est bon. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10, il en manque 3. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Trajectoire à droite, sous les pecs. 1. Ça fait 15.
Allez, au plafond. Et 16, ok. On relâche. Depuis le début de la séance, c'est la première série qu'on fait avec un spectre parfait, c'est-à-dire 8 échecs, 5 échecs, 3 échecs. J'ai vu la première nickel. Je me suis dit, c'est bon, les chargements est trouvé pour la suite, ce sera parfait. Voilà. C'est la première série qu'on fait comme je la voulais. Et pour être honnête avec toi, maintenant connaissant mes charges au rowing bar, je pense que le protocole en lui-même pour la première fois, avec mon vrai 6 RM si on les fait au rowing bar, m'aurait dans tous les cas mis une claque. J'ai fait 6 RM. Déjà, j'ai jamais fait de rest pause au rowing bar. J'aurais jamais fait 4 et 2. J'aurais fait 3-2-1, sûr. Et le cluster, on s'est parti sur du 2-1-1-1. Les sentiers. Après, tu peux plus tricher sur un rowing, où tu vas un peu plus te redresser ou quoi que ce soit, que sur un terre. Le terre, ça passe pas, ça passe pas. Ah oui, il y a des moments où j'ai vraiment senti que nerveusement, je ne dépasserais pas mi-tibia. Donc Dernière là, série, 10 RM. 100 ou 110. Ouais, si on suit la logique 100, mais je ferais bien 110. 110. Tu préfères un peu trop lourd qu'un peu trop léger? Vise un peu trop lourd. Ouais, ok, 110. Le protocole, là, c'est vraiment ça. Oublie la sensation, voilà. Sur ce type de rotation, je suppose que le lendemain du dos, tu as un jour de repos. Ou pas forcément? Non. Les bras? Non. Mon cycle d'entraînement, c'est sur 9 jours. Ah, c'était 2 en 1. Quand tu prends, voilà, c'est 2 on, 1 off. Parce que quand tu t'entraînes comme ça, tu peux pas faire moins. Ou en tout cas, plus rapproché. Et je fais quad sec. Écoutez bien les gars, c'est intéressant. Parce que là, vous avez retour d'expérience d'un mec qui vous donne un split avec des charges lourdes, des gros exothélies articulaires. Donc c'est forcément un split qui a été étudié et réfléchi pour pouvoir récupérer sur 9 jours. Donc là, le retour d'expérience, là, il vaut de l'or. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est un protocole d'entraînement sur 9 jours. Ça veut dire que l'habitude des gens, c'est de s'entraîner sur une semaine, sur 7 jours. En faisant du 5 jours d'entraînement et 2 jours de repos le week-end. Sauf que ça, c'est très adapté au milieu du travail. Quand on va bosser la semaine à l'usine, on fait lundi au vendredi, on se repose le week-end. Mais le muscle, lui, il réagit pas obligatoirement à ce rythme-là. Moi, je fais 2 jours d'entraînement, 1 jour de récup. 2-1, 2-1. Que je sois en période de prise de masse ou que je sois au régime. Et le split, il change jamais. Un gros groupe, quadriceps, suivi d'un petit groupe, pectoraux. Et en plus, je dissocie haut et bas. Donc, quad pec. Le lendemain, c'est automatiquement repos. Ensuite, je vais faire dos, à nouveau gros groupe. Je me suis reposé la veille. Et le lendemain, je fais dos épaule, excusez-moi. Donc dos effectivement et épaule derrière. Petit groupe, épaule. Repos. Je me repose, pourquoi? Parce que ischio-fessier, 5e séance. Gros groupe à nouveau, avec des charges très lourdes, T-flex, deadlift, etc. Hip thrust. Et je finis par les bras en fin de semaine. Petit groupe, repos, avant de repartir sur un nouveau cycle avec les quads. Voilà. Donc on a dit, pour résumer, quad, pec, repos, dos, épaule, repos, ischio-fessier, bras, repos. Et du coup, question pour toi. Parce que du coup, forcément, dans ce split, tu priorises la séance la plus nerveuse d'abord, puis une séance moins nerveuse, puis du repos. Ouais. Est-ce que tu as déjà essayé de le faire? Alors, je sais que dans un sens, si on inverse, ça va merder. Mais de faire le groupe moins demandant en 1, le groupe plus demandant en 2, puis repos. Dans le sens où ça impacterait moins. Exemple, tu fais les pecs, puis les quads, repos. J'ai fait ça. Pendant ma prépa, j'ai fait ça parce que les quads n'étaient pas un point faible et les pecs, oui. Donc en fait, j'ai priorisé les pecs. Vu qu'ils étaient reposés d'un jour de repos la veille, je les ai mis en début de semaine et je faisais les quads en séance 2. Et ils avaient quand même un repos après les quads. Donc ça peut se faire comme ça. Je me demandais comme ça parce que moi, c'est vrai que j'ai un retard sur les pecs. J'ai du mal à... En fait, dès que j'ai de la fatigue de la semaine accumulée, Et j'ai énormément de mal à prendre de la force. là, tu sais quoi? C'est très bien comme raisonnement parce que quand je fais les quads, le lendemain, les pecs, j'étais jamais productif. Ouais. Je misais tout sur les quads. Nerveusement, le lendemain, t'es éclaté. Et sur les pecs, j'avais pas des bonnes perfs. Je faisais mes séances, mais j'avais pas des super perfs. Quand j'ai commencé à inverser, comme tu viens de le dire, j'étais très performant sur les pecs et pas moins sur les quads. Ouais, c'est pour ça, parce que mine de rien, l'impact nerveux est quand même assez minime. Ouais. Okay. Allez, on y va. Allez. En gros, ça, c'est la dernière série où je me fais vraiment arracher. Exactement. Barre droite. 1, très bien. On pose, on renvoie. 2,
Voilà, refixe. 3. Prends ton temps. 4. Haut du dos. 5. Trapèze arrière d'épaule. 6. Allez, on fait dégueuler le t-shirt. 7. Allez. 8. Encore. 9. Et on arrache. Ok. Et 20 secondes. Cinq secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. 11. 12. Manque de rêve. Ok. Allez. Allez. Encore un tour. Allez, arrache. Une autre. Allez, serre-moi ces trapèzes. Une autre. Ok, on pose. Il y a moins d'amplitude, on pose. Genou au sol. 15 secondes. C'est pas la dernière là. Si. 5 secondes, il en reste 3. Et 3. Et 2. Et 1. Allez, fais-moi la volée, cette première. Oui, pareil. La 20e. Ok, c'est bon. Donc là, malgré tout, on a un double impact. Ton système nerveux, tu dois le sentir complètement craché. Par contre, tu dois commencer à avoir de la congestion sur le haut du dos. Parce qu'il y a quand même du volume. Et il y a de la rep. Il y a de la rep. C'est un programme qui reste très très lourd. Malgré tout, on met quand même un petit peu de volume, tu vois. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la séance, les charges lourdes, le 6 RM au départ, et après on finit par du 10 RM, tu vois, à la fin. 6, première série sur cet exercice 6, deuxième du 8, là on termine sur du 10, et les deux derniers exercices c'est du 10. Et je pense qu'il me faut vraiment, pour arriver à bien recruter mon dos sans facteur limitant sur les lombaires, je pense qu'il ne faut pas très longtemps, il me faut, je pense, 3 bonnes séances, tu vois, pour m'habituer. Ouais. Et je pense qu'à la 4e, je me sens... Mais déjà, t'as pas de frein psychologique. Non. J'ai des gens à qui je fais faire ça. Ah ouais, mais mon dos, ah ouais, mais... Ah, tu vois, ils s'écoutent, hein, quand il y a un frein psychologique, c'est mort. Hein. Non, là, j'ai juste eu du mal parce que c'est pas ma hauteur habituelle de rowing. Avec la fatigue, j'étais incapable de se dire c'était trop haut ou trop bas. J'ai du mal à me concentrer, mais c'était juste ça qui me perturbait. J'ai l'impression, tu sais, à 140, le sentiment de tirer, tu sais, de partir en avant. Oui, ton centre de gravité était un peu en avant par rapport à celui de la barre ou inversement. Mais après, je pense que, contrairement à toi qui est vraiment un rowing, j'arrive même pas à me pencher, avec les coudes assez ouverts, traps. Oui. Et c'est vrai que moi, je tendance à le faire quand même les coudes un peu plus rentrés. Plus rentrés. Ouais, tu vas chercher trapèze inférieur, dorsaux. Ouais, et j'avais du mal à me... Non, ou ouvert, parce qu'effectivement, là, moi, je vais cibler l'arrière d'épaule et le trapèze moyen supérieur, tu vois. Et je pense que... Et l'appréhension, tu vois, de sentir d'être un peu limité sur le bas du dos, je pense que ça m'a un peu déconcentré. Et mine de rien, une petite partie nerveuse ici. Donc... Le bas du dos doit pas trop être impacté, là, parce que t'es quand même très droit. En fait, c'est ce qui m'a surpris, c'est que la première à 140, je me suis dit, putain, une barre en bas du dos, j'avais du mal. En fait, le fait de poser à chaque fois, ça me délestait complètement. Et voilà, exactement. Et du coup, ça allait. Exactement. Et moi, je pense que c'est plus quelque chose que j'ai approuvé, je peux le dire sans prétention, parce que c'est les gens qui me voient et qui m'ont vu et qui m'entraînent. C'est cette qualité musculaire, cette densité musculaire, cette fibre, cet aspect rocailleux, cette durceur que j'ai, que beaucoup n'arrivent pas à avoir. C'est pourquoi la seule chose que je fais différente d'eux, c'est l'entraînement. Et je suis un des rares à m'entraîner comme ça, avec ce type d'entraînement, parce que tout le monde va chercher la sensation, la congestion, moi pas. Je vais chercher la performance. Je m'entraîne comme un strongman, comme un powerlifter, presque, si on peut dire, avec beaucoup plus de volume. Et je suis sûr et convaincu que l'aspect dur, rocailleux, il y a une partie qui est génétique, mais il y a une partie qui vient de l'entraînement. C'est obligatoire. Et là-dessus, les gars, à son niveau à lui, sans rentrer dans les détails, tout le monde a les mêmes armes. Donc au bout d'un moment, quand il y a des différences qui se font autant d'un point de vue visuel, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière. Alors on n'a pas la science pour nous le prouver pour l'instant, mais si on le fait d'un point de vue logique vis-à-vis des physiques qu'on voit sur le circuit et des mecs qui ont une réelle qualité par rapport à ceux qui en ont moins, on se rend quand même compte qu'il y a des styles d'entraînement qui se ressemblent. Je reparlais de Martin et Brett tout à l'heure, les deux, tu as deux mecs qui sont durs, qui sont denses. Regarde les trainings, hein, ça pardonne pas. Voilà. Les mecs s'entraînent dur, s'entraînent lourd. Un qui est représentatif de ça, Dorian Yates, avec quand même cet aspect rocailleux.
C'est vrai que mon ancien coach Didier m'y comparait tout le temps. Ah, Mauro arrête pas. Branch Warren, il a un aspect très dur, très dense. Johnny Jackson, et ils s'entraînaient ensemble tous les deux. Ils ont un aspect rocailleux. À un moment donné, il faut regarder ce qu'ils font pour en tirer des conclusions. Et pas penser que c'est la science qui va nous donner les réponses à tout. C'est très important, j'adore ça. Mais le terrain, c'est 50% aussi important. Ça, Qu'est-ce qu'il y a? ah, j'ai mes érecteurs à tout le bas de mon rachis. Ah, eh bien on va aller chercher. Donc si tu veux regarder, on va essayer d'aller chercher le bas des dorsaux, ok? Alors, moi, il est haut. Bas des dorsaux, ouais, il peut être haut, effectivement. Ça dépend des insertions. Mais les dorsaux, ils sont toujours insérés ici sous l'humérus, ok? Proche du biceps. Et puis ils vont prendre tout ce steak ici, ils vont s'insérer sous le trapèze, ici à partir des premières vertèbres dorsales. Ils vont aller sur une aponévrose ici au niveau des lombaires et jusque sur la crête iliaque en bas. Donc les dorsaux, tout ça là, c'est ce qui va justement dessiner le sapin quand vous êtes sec. Et ici, vous allez avoir les attaches donc des grands dorsaux et c'est ce qui va donner justement ce sapin. Alors après, il peut être inséré plus ou moins haut en fonction des gens, mais on va essayer justement d'aller travailler vraiment cette portion basse qui va donner un gros relief quand vous êtes sur vos postes de dos. C'est ça qui va donner de la profondeur en creusant ici au niveau de la colonne et ici au-dessus des lombaires. Voilà. Et pour ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va travailler plutôt avec des prises supination qui vont rapprocher le coude ici au niveau des côtes. Et on va essayer d'abaisser vraiment les omoplates, relâcher toute la partie qu'on vient de faire travailler, baisser au max les épaules. On va tirer sans contracter le biceps. On va essayer de, comme si on poussait sur quelque chose avec son coude ici, on va essayer de pousser là. Et on va descendre le coude vers la crête iliaque. Le but, ça va être vraiment ça, d'aller chercher vers en bas. Ici, d'essayer de passer son bras le plus bas possible pour aller recruter cette zone-là. On y va? Je sais que j'ai pas de sapin de Noël. Non? En fait, j'ai mes érecteurs qui recouvrent jusqu'au fessier dessus. Je te montrerai une vidéo. Comme Ça me fait vraiment... des recs. Ouais, ça me fait les boules qui remontent tout le long. Tu as les insertions très hautes. Ouais, et du coup, on les voit pas. Ne mets pas de poids. Ok. Tu prends juste la poignée. Et là, on va essayer de mettre un petit peu de sensation pour vous faire plaisir. Donc là, tu vas aller chercher très très loin devant. Donc tu vas aller toucher carrément le poids. Mets de l'amplitude, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Et le longueur, je pourrais pas. Hein? Le longueur, je pourrais pas plus. Ouais, c'est partir. Là, t'as pas mal avec ce poids. Laisse-le s'étirer. Laisse la machine t'étirer. Comment? Ça va le faire. Juste que là, comme je suis congestionné, je vais m'étirer un peu dessus et ça va pas. Non, c'est ça que je veux que tu fasses. Juste étirer un peu dessus. Laisse partir le poids. Utilise le poids pour t'assouplir. Voilà, comme ça, tu y restes un petit peu. Voilà. Et quand tu vas tirer, tu vas passer vraiment le coude le plus bas possible. Hein. Ah, là, je l'ai. Voilà, le plus bas possible. Voilà. Et je veux que tu ailles me chercher là. Très bien. Voilà, je le sens. Tu vois, tu les as, les insertions ici, là. Très bien. Voilà, le bas des dorsaux. Et très bas les épaules, les trapèzes relâchés. Et on tire les coudes. On essaie de les amener dans les fessiers, là, dans les crêtes iliaques. Voilà. Et tu vas essayer d'aller chercher plus d'étirement devant. Va étirer ton grand dorsal quand même. Voilà. Et boum. Très bien. Et là, va chercher l'étirement. Étire-le, étire-le, étire-le. Oui. Ah, parfait, parfait. Là, t'es dedans, là. Étire-le, 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 étire-le. Et ramène. Là, clac, là, ici. Je sens parfaitement le bas du grand dorsal. Là. Excellent. Relâche. Ok. Là, Je te pique la place. Ouais. Juste pour tester la hauteur, pour voir si on le surélève un petit peu ou pas. Eh ben justement, j'allais te dire que je me sens mieux si je descends un petit peu que si. Ah, tu sais, d'habitude, je le fais avec la poulie qui est trop basse. Ouais. Et quand j'ai la poulie à hauteur ou basse, ça me monte les épaules. Alors que de l'avoir de haut en bas, ça me force à les garder basses. D'accord. C'est. Après, j'ai pas autant l'habitude que toi de le faire, celui-là. Ok, on est pas mal. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à se surélever un peu pour mettre, si tu veux, la poulie à hauteur des fibres. Ouais, ok. Je peux le tester après. On le teste? Vas-y, vas-y. Tu mets une ceinture pendant tes séances? Non, jamais. Ok, Gainage tout seul, d'accord. depuis toujours. Ok. Allez, on va chercher loin devant. 2-3 refs là. Va chercher devant, va chercher plus. Mets-moi de l'étirement, Anto. Mets-moi plus d'étirement. Va toucher le poids en bas. Voilà. Allez, là. Va toucher. C'est bon. En termes de poids, Un peu plus. un peu plus. J'ai pas 50 plaques de marge. Ouais. Il y a 3 séries. Ok. Comme on est quand même sur un proto lourd, on peut se surestimer un peu à la première. Tu vois, histoire d'aller chercher 8 reps propres et 2 reps un peu trichés. Et on baisse de série en série pour que la 3e série, elle soit parfaite. Ok. Tu vois? Peut-être une plaque de plus.
77. Allez, ben ça part de là. C'est parti. Ouais, j'insiste. Hein. Mets de l'amplitude. Hein. Fort sur de l'amplitude. 1. 2. Voilà. Les coups de bas. Hein. Au crétiliac. Hein. 3. Voilà, tu viens me les planter là. Hein. 4. Super. Allez. Squeeze. 5. Excellent. Je le sens parfaitement là. 6. Ok, on est sur les fibres horizontales. C'est parfait. 7. Allez, va chercher devant. Va chercher. Envoie. 8. Allez, bourrine maintenant. Bourrine. Envoie des lombaires. Allez. 9. Dernière. Allez. Ok. Très bien. Les deux que je lui fais tricher. Ah ouais, il triche, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? On en a fait 8 parfaites. Vous allez vous arrêter là. 8 parfaites. Mais les deux qu'il a fait, même si elles sont trichées, le poids, il l'a soulevé. Le muscle, il a été impacté. On est allé au-delà de l'échec. Ce qu'on appelle les reps forcés, je crois, d'ailleurs. Elles ont été quand même productives. Parce qu'on est allé au-delà de l'échec en utilisant un peu les lombaires, mais on a fait 2 reps de plus. Et j'ai super bien senti mon blessure. Voilà. Tu le sens ou je... Oui. Voilà. Alors, je le sentirais mieux série 2 et 3. Ouais. En fait. Je te mets 2 plaques, tu le sens mieux. Hein. C'est comme la poignée de porte. Hein. Voilà, c'est ça. Mais par contre, l'avantage là d'être à 2, le simple fait que tu mettes la main, en fait, je baisse mes épaules, je tire au bon endroit. Que la première rep, t'étais pas derrière au début. J'ai tiré un peu haut et direct tu m'as dit baisse tes épaules. Voilà. Au moment où j'ai tiré, j'ai senti que j'avais tiré avec de la force. J'étais pas là où je voulais que tu sois. Après, juste d'un point de vue moteur, ça m'a recalé dessus. Vu qu'on a fait 8 et 2 trichés, on met une de moins. Ouais. En gros, pour maintenir la Parce que là, le nerveux, il est fait, le lourd, il est fait, tu vois. Ouais. Donc là, maintenant, on peut aller chercher des séries plus qualitatives et on finit la séance cool, entre guillemets. Alors, étonnamment, ça va paraître bizarre, je me sens bien là. En fait, là, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir pris une claque au nerveux là-bas, mais en même temps, ça m'a tellement stimulé que ça, je le trouve simple. Et oui. Alors que d'habitude, tu vois, quand j'arrive sur mon pro 4ème exo, bon, ça reste du polyarticulaire, mais c'est pas des exos qui sont durs. Parce que musculairement, t'es pas cramé. Ouais. T'es cramé nerveusement, mais musculairement, t'as encore un peu de ressources. Oh, mais là, je me sens pas fatigué musculairement, je sens que envoyer du steak. Non. Nerveusement, oui, si là tu me dis on fait traction les stands, drop set, j'y suis pas. Je rebondis, c'est pour ça que je fais des séances très lourdes avec un très gros volume. C'est parce que ça, tu peux le faire et tu t'aperçois que derrière, tu peux continuer. C'est ça que je voulais te dire. C'est pas le but de la séance, mais on pourrait faire plein de séries d'hypertrophie derrière. En fait, je vais donner des mots-clés, c'est John qui va traduire parce que j'arrive plus à réfléchir. Hop là. Allez. Et là, on a forcément diminué la récup aussi. Allez, 1, très bien. Là, 2, ok. On étire. 3, va me chercher cet étirement là, complet. Et 4 ici. Ok, là. Voilà, 5, il y a du steak, il y a de l'épaisseur là, je le sens. Au niveau de mes pouces, 6, très bien. Allez, 7, excellent. Allez, coup de bas. 8, ok, ça monte pas, c'est pas grave, coup de bas. 9, et arrache. Boum. Très bien. Parfait. Tu vois, pareil, tu en as 8 nickel. Et les deux dernières, où il y a un tout petit peu moins d'amplitude. Et c'est là qu'on met un peu de violence, un petit peu d'élan. Et c'est nickel. Et je suis sûr que tu t'habitues à faire ça avec des repos de 4 ou 5 minutes. Je suis sûr que tu baisses tes... Parce que pareil, c'est une question que je me posais beaucoup. Je l'ai compris à Dubaï. Parce que je voyais plein de mecs. Sur des exos, tu vois, polyarticulaires mais machines. Ouais. Des chest press. Les mecs, ils mettent 4, 5, 6 plaques. Font des séries de 8-10 à l'échec. Prennent une 30 de repos. Et repartent. J'ai dit, putain, moi, quand je fais un 8 RM sur une machine, il faut 3-4 minutes si je veux pas perdre 4 reps, tu vois, sur la série. Et en fait, tu te rends compte que les gars qui ont l'habitude de faire du lourd avec du travail nerveux, au moins une bonne partie de l'année, Maintiennent. mais sur ces exos-là, en fait, ça devient tellement facile à côté qu'une minute 30 de repos, Tout à les fait. mecs sont à l'échec et drop quasiment pas de force au fur et à mesure Tout à des séries. fait. Ouais. Toi, t'es habitué à prendre 4 minutes sur un terre à 2,60 ou 2,80. Exactement. En fait, c'est ça. C'est que, si tu veux, à l'instant T, ça va pas te paraître productif, mais ça va se répercuter sur des petits trucs comme toi, tu es en train d'expliquer là. C'est-à-dire que, ok, c'est un entraînement qui te paraît être beaucoup trop lourd pour être productif, mais tu vas te rendre compte qu'après, sur des machines, sur des séries de 10, ben, tu vas pouvoir avoir moins de récup, mettre un petit peu plus de volume d'entraînement. Et 2. Allez. Coup de bas, épaule basse. 3.
5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Ok. Oh. Et là, normalement, tu sens le bas du dos, là. Là, je le sens. Parfait. Mais c'est vrai, tu vois, je sens que pour mon grand dorsal, ce mouvement-là, même si je suis d'accord qu'il y a quand même un facteur structurel d'un point de vue morphologique, mais j'adore l'avoir sur de l'horizontal et sur du vertical. Moi, je sens que pour avoir mon grand dorsal, tu vois, dans l'ensemble, il faut les deux exos dans la Et séance. tu vois, cet exercice-là, tu le sens quand tu poses. Oui. Moi, quand je fais un posing, quand je suis sur mon dorso, mon lat spread de dos, c'est coup de bas, fessier rentré, coup de bas, et je tire avec les coudes le plus bas possible, proche des crêtes iliaques. Et là, tu as toutes les vertèbres, les lombaires et les dorsaux qui se trient. Quand tu es sec, allez, 1, et on stretch. 2, on stretch. 3, ouais, marque-moi la contraction même en bas si tu veux. 4, oui, tu essaies de la bloquer, ça remonte pas tout de suite. Un petit squeeze. 5, excellent. Allez, ici. 6, très bien. 7, ok. Allez, rentre les coudes. 8, et stretch. Oui. 9. La même. Je finis avec toi. Ok. Excellent. Et ce qu'on n'a pas fait, mais c'est écrit dans le protocole d'entraînement, c'est que comme c'est un protocole que j'ai intitulé PDM, prise de masse au tonnage, eh ben, il faut calculer le tonnage. Comment on fait? Première série, on était censé faire un 4x10, je répète, mais on a fait 10 reps à 190. 10 x 190, ça fait 1 tonne 9. Je note 1 tonne 9. Deuxième série, on a fait 4 reps à 210. Est-ce que tu en as fait après le rest pause? Non. On n'en a pas réussi. Non, j'ai fait 4 x 210. 2 fois 2,5. On est à 840 kg. Deuxième série, 840 kg. Troisième série, on a mis 200. Et on a fait 2 x 2. J'ai un écart aussi violent entre les deux. Enfin, la série 1 et la série 2, c'est non. Ouais. Non, parce qu'il y a 20 kg de plus. C'est normal. Oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, comme je me suis loupé sur la première, en réalité, ça fait un écart qui est énorme entre les deux, parce que du Oui. coup, ça m'a flingué sur la deuxième. Oui. Ça fait 1100 kg d'écart entre les deux. Ah oui, en termes de tonnage. En termes de tonnage. Oui, quand tu te plantes, effectivement. Parce que toi qui fais 4x6 tout le long, le tonnage est le même sur chaque série, en fait. Le tonnage est le même sur chaque série. Tout à fait. Et là, je me suis loupé de plus de x2. Tout à fait. Et l'idée, voilà, c'est de calculer le tonnage. Donc, effectivement, c'est à chaque série de comptabiliser le poids, d'additionner les poids de chaque série et de faire un tonnage total sur la séance. Et au cycle d'après, le but, c'est d'augmenter ce tonnage. Et chaque semaine, ça va être d'augmenter le tonnage. Il suffit qu'il y ait ici, il change rien de la séance. Et ici, il fait sa dernière série avec une plaque de plus. Le contrat est rempli, il a augmenté le tonnage. Mais de semaine en semaine, quand on le fait pendant 6 mois, je peux vous dire qu'à un moment donné, ça devient dur. Allez, Anto, dernière série. Allez, on. Parfait, là, en bas. Nickel. 2, super. 3, excellent. 4, yes. Excellent, 5, on garde le rythme. Étire. 6, on ralentit pas, on n'accélère pas. Ensemble, je tiens les doigts. Allez, il en manque 3. Ah. Allez, 1. On étire, on étire, on étire, on stretch en 7. 2. Stretch bien. Et 10. Ok. Ah, j'étais vraiment là, j'avais. C'est les crochets. Ouais. Fantastique les crochets. Tu mets des crochets, t'es focus à fond dorsaux. Merci, John. Objectif, donc là on a fait toute la séance. On fera un retour après.
Et là, par contre, ce que je vais lui demander, c'est juste pour décompresser un petit peu la région lombaire, parce qu'on a vachement tassé forcément avec le soulevé de terre, le rowing, ben, c'est d'aller faire 3 séries de 10, 15 relevés de jambes, lestés, pour étirer vraiment les intervertébraux, décharger un petit peu le bas de la colonne vertébrale. Au passage, travailler les abdos, ça fait pas de mal. Mais pareil, 3 séries de 10-15 avec un petit lest au pied en suspension, en enroulant bien son bassin, en montant bien les genoux. Voilà. Et la séance, elle se termine là. Mais ça fait quand même 2 grosses heures à cogner pour 12 séries. Ouais, c'est ça. Je pense que seul quand t'es bien rodé, peut-être selon ta force entre 1h30 et 2h, mais t'es pas en dessous, quoi. Si t'as, en fait, quand t'as le niveau pour arriver sur un premier terre à 180-220 minimum, Tu es sur une séance à 2 heures. Ouais. Si tu as le malheur de faire du cardio, des abdos derrière, tu es à 2h30, 2h45. C'est pour ça, mes séances, elles sont pas super volumineuses, mais il y a de la récup. Voilà. C'est ce qui fait qu'après, ben, il y a des gens qui me disent, ah, pour un culturiste, t'es fort et tout. Oui, mais parce que effectivement, mon entraînement est basé sur le travail de la force, essentiellement. Peut-être, et j'ai déjà discuté de ça avec toi ou avec mon pote Marc, que ce qui va me manquer en compète perso, j'ai la dureté, j'ai la densité, c'est plus cet aspect globuleux que peuvent avoir certains. Alors, ça peut se jouer sur d'autres paramètres, mais cet aspect globuleux, un petit peu une brioche, vous savez, un petit peu gonflée, c'est peut-être ce qui peut me manquer par rapport à d'autres compétiteurs, parce que je ne fais pas assez de volumisation, d'hypertrophie sarcoplasmique. et alors là, je te reviens parce que c'est un truc pareil, je saurais pas l'expliquer. Mais bon, à force, quand j'écoute de gros préparateurs, il y a des théories qui se font. Bon, déjà, il y a des mecs qui génétiquement ont des réserves de glycogène qui sont supérieures à d'autres. Et ça, tu le vois parce qu'il y a des mecs qui, déjà ceux qui s'aplatissent pas en prépa. Il y a des mecs, t'as beau leur tirer dans la tronche en prépa, ils s'aplatissent pas. Et dès que tu les refais manger un peu, t'as des open de 120-130 kilos, où tu vois des picoïques des fois à 500 grammes de glucides par jour. Et à côté de ça, des fois, toi, t'es en train de remplir des mecs qui font 90 kilos, à coup de 1200 grammes de carbs pour essayer d'arriver à les remplir. Donc tu vois qu'il y a déjà une capacité génétique, je pense, à ce niveau-là. Et après, je pense qu'il y a un facteur génétique même avant l'entraînement, mais l'entraînement vient sublimer ça. Oui. Et je pense que comme toi, tu vois, quand on arrive entre guillemets à un plateau, on peut pas dire un plateau parce que tu as pris 10 kilos sur ton dernière saison, donc c'est pas un plateau. Mais tu sens que tu vas quand même arriver à un moment où ce type de training va avoir ses limites au bout d'un moment et tu sens que pour passer un cap sur scène par rapport aux autres, Oui. va falloir que tu le modifies pour... Mais attention, quand on parle de changer de type d'entraînement, même si la base reste ici, on parle de changer peut-être lors de 20% de sa séance pour avoir peut-être un peu plus de reps, un peu plus de volume sur certains endroits, des repos un peu plus courts, surtout sur du hors-saison ou peut-être en prépa sur des journées plus hautes en carbs, sur des groupes musculaires qui sont peut-être plus faibles que d'autres ou des groupes musculaires qui ont tendance à s'aplatir, parfois les quads avec le cardio, etc. Mais vous avez vu le niveau aussi, quoi. On parle de... Et ça, c'est mon protocole que j'ai fait en 2023 pour les championnats du monde amateurs. J'étais coaché, mais sur l'entraînement, c'était moi-même. Je me préparais tout seul. Je me faisais mes propres plans. Cette année, j'ai travaillé avec Mauro. Mauro m'a fait travailler beaucoup plus en hypertro et beaucoup moins lourd. Interdiction de faire moins de 8 répétitions et des récup plus courtes et plus de volume. Et j'ai quand même pris 10 kilos. Donc en fait, avec les deux, en 2022-2023, j'ai pris 10 kilos. 2023-2024, j'ai pris 10 kilos. Pour autant, je me suis pas entraîné tout à fait de la même manière. Ça prouve bien qu'il n'y a pas qu'une seule méthode d'y arriver. Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que l'année 2022-2023, quand j'ai fait beaucoup de myofibrillaires de force, m'a servi et m'a servi cette année, puisque cette année, en hypertro, entre guillemets, sarco, j'ai pu aussi travailler sur des séries plus longues, mais aussi beaucoup plus lourdes. C'est ce qui m'a permis d'avoir ce volume un petit peu qui me manquait, qui me manque encore toujours. Mais je pense que, en fait, la stratégie finale, c'est de bien agencer les deux, tout simplement. Voilà. Et tu parlais du glycogène et des mecs qui sont plus volumineux, plus ronds, etc. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je reviens sur la typologie des fibres. On parlait des fibres rouges et des fibres blanches. Les fibres rouges, c'est les fibres de l'endurance. Et c'est celles qui prennent le moins de volume. Mais ce sont celles aussi, apparemment, celles qui stockent le plus de glycogène. Je sais pas si ça, tu le savais ou quoi. Donc peut-être qu'il y a un intérêt aussi à travailler ces fibres finalement de l'endurance, ces fibres rouges, pour justement travailler sur ce stock de glycogène et le rendre de plus en plus important, ce qui va donner cette volumisation qu'à moi il me manque. Parce que je m'entraîne peut-être pas assez de cette façon-là. Ouais, je pense qu'il y a un truc à aller chercher ici dans tous les cas. Donc vous voyez, c'est hyper technique et
On a beau être passionné, on n'a pas les réponses à tout, mais on creuse, on fait du terrain, on fait de la science, on fait de tout, et on essaie de trouver pas ce qui nous va le mieux, parce que j'aime pas trop ça. Il y a des préparateurs qui disent « Ah, il faut trouver ce qui te va le mieux et ce qui marche sur toi. » C'est changeant. Regardez, même 17 ans d'entraînement, il change encore en protocole d'entraînement d'une année à l'autre. Même en 17 ans, t'as pas tout expérimenté encore. T'es encore en train de dire maintenant qu'il y a d'autres trucs qui te titillent. Bien sûr, mais de dire il faut trouver ce qui marche sur toi, c'est une façon de dire ouais en fait je sais pas ce qui marche, donc en fait on peut tout faire. Ne te creuse pas la tête. Ouais, te creuse pas la tête. Non, il faut se creuser la tête. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Il faut trouver les bonnes. Et il faut le savoir bien les agencer. Et un mot qu'il utilise tout le temps, je le lui pique, le contexte. Voilà. Voilà les amis. Merci John. Voilà Anto. Qui est le plus fatigué des deux? Je sais pas, mais en tout cas c'était une belle journée perso. Très content déjà d'avoir pu passer un moment avec toi, se soit rencontrés en fait. Et beaucoup de partage, c'est trop court une après-midi. Je pense qu'on a encore plein de choses à se dire et à s'apprendre. Mais en tout cas, on va vous faire un retour sur la séance. Donc je pense que la première chose à dire, c'est la différence déjà entre la théorie et la pratique. Là vous avez pu le voir en direct live. On a fait beaucoup de théorie avec l'explication du protocole d'entraînement, comment il était construit. Et finalement, en pratique, même si j'ai 17 ans d'expérience, Anto peut-être au moins autant, ben, malheureusement, malgré tout, on n'a pas réussi à caler à ce que la théorie voulait qu'on fasse. Il n'en reste pas moins que c'était une séance qui était extrêmement efficace. Mais c'est toujours plus agréable, psychologiquement, mentalement, quand on arrive à suivre ce qui est écrit sur le papier. Pour autant, parfois, ce qui est écrit sur le papier, ça peut être un ramassis de caca, comme on peut avoir des fois à travers certains réseaux. Donc là, pour revenir sur la séance, l'idée c'était de partir sur un 4x6 avec ce que j'appelle une méthode de maintien de charge. C'est-à-dire être capable de déterminer sa 6 RM et plus largement, pour que ce soit plus facile, une charge entre 6 et 8 RM. L'idée c'est vraiment de se situer dans cette fourchette-là. Aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus parler de ça. Moi, je suis toujours dans ce qui se faisait à l'ancienne et qui marche, c'est-à-dire dissocier l'hypertrophie sarcoplasmique de l'hypertrophie myofibrillaire. Concrètement, c'est les deux manières que j'ai de m'entraîner sur l'année. On en parlait avec Anto. Pour nous, l'idéal, ce serait de faire 80% d'hypertrophie myo, tu peux me corriger, m'arrêter, et 20% de sarco. Le myo étant le lourd, le sarco étant le long et léger. La congestion, la sensation, et le myo qui se rapprochera de la force maximale. Personnellement, je priorise ça et j'ai vu avec mon expérience que c'est ce qui marchait le mieux. La science l'a montré par le passé et je pense encore aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de partir sur un 4x6-8. Si on fait 6 reps, on reste sur un 4x6. Si on fait 8 reps, on reste sur un 4x8 avec des méthodes de maintien de charge. Première série, je fais mes 6 reps. Deuxième série, je vais garder la même charge et je vais faire à nouveau 6 reps à la même charge, mais en utilisant le rest pause. Le rest pause, c'est une technique qui permet de faire un certain nombre de reps, arriver en échec et d'aller grappiller quelques reps supplémentaires après un temps de récup plus ou moins court. C'est une récupération tronquée. À peu près 20 à 30 secondes. Ça dépend des charges qu'on utilise, 20 à 30 secondes. On a vu que c'est monté jusqu'à 40. Ouais, qu'ils aient un petit point de repère. Ouais. Pour avoir un repère, on va faire large entre 20 et 40 en fonction des mouvements que vous utilisez. Sur un curl, biceps, on va être sur du 20. Sur un soulevé de terre, on va se rapprocher du 40. Il m'est même arrivé d'aller sur du 1 minute. Après, au-delà, ça devient contre-productif. Troisième série, on va utiliser le cluster. Ça ressemble beaucoup au rest pause. Sauf que, on va essayer de fragmenter sa série. Donc, si on est sur 6 reps, en tronçon de part égale. Donc là, 6 reps, on peut faire 2, plus 2, plus 2, en sachant que le premier 2, on ne sera pas à l'échec. C'est le seul moment de la séance quasiment où on ne sera pas à l'échec. Mais ça va permettre de faire ces 6 répétitions à la même charge qu'en série 1. Donc, on va faire ces 2 reps, 20 à 40 secondes de récup, 2 reps, 20 à 40 secondes de récup, 2 reps. Là encore, on a vu qu'on a échoué parce que quand on a tenté ça, on est parti sur du 200 kg, donc on a fait 2, plus 2, et on n'a pas réussi à aller chercher les 2 dernières. On a mal jaugé les charges, c'est tout, il faut dire ce qui est. Voilà, c'était une première, je connaissais pas Anto, il connaissait pas le plan d'entraînement, mais aujourd'hui ça nous a donné plein de données pour faire une séance qui serait parfaite la semaine prochaine. Et la 4e série, on repart encore avec la même charge de départ, mais cette fois on l'a fait en drop set. Donc on part à nouveau sur 6 reps, on en fait un maximum, 2, 3, 4 reps, et quand on arrive à un échec, on drop 10%, 10 à 15 maximum % du poids le plus vite possible, et l'athlète
continue d'enchaîner les reps jusqu'à ce qu'il atteigne les 6. On est parti sur 180 kg. Tu en as fait 4. On a droppé à 160 et tu en as fait 2 de plus, de mémoire. 170. Ou 170. Ouais, tu voulais faire 170, 160 Et éventuellement. on l'a pas fait parce qu'effectivement, tu avais atteint les 6 avant d'arriver à 160. Donc la série s'arrête là. Il avait fait le nombre de reps imparti qui était de 6. Ça, c'était le premier exercice. 4 x 6 avec maintien de charge. Le deuxième exercice, l'idée, c'est de toujours travailler sur des charges lourdes entre 6 et 10 RM, mais par contre, de rajouter du volume pour là se rapprocher un petit peu plus de l'aspect sarcoplasmique, bien que les intensités entre 6 et 10 RM, pour moi, sont toujours dans du myofibrillaire. Mais on met plus de quantité. Première série, il fallait une 6 RM, mais l'objectif était d'en faire 12. Vous allez me dire, comment je peux faire 12 reps avec une charge où je peux en faire que 6? Là encore, on utilise le rest pause. J'arrive à mes 6 reps, 20 à 40 secondes de récup, et je recommence. Si j'en fais 3-4, on est à 9-10 reps, 20 à 40 secondes de récup, et je recommence pour arriver à 12. Là, la première série est finie. Deuxième série, on va baisser un petit peu la charge pour se mettre sur une 8 RM. Mais on va doubler encore le nombre de reps, on va en faire 16 au total. Et la troisième série, on se met sur une 10 RM, encore un petit peu plus léger, mais on va en faire 20 au total. Là, on est encore sur du nerveux, parce qu'il faut aller chercher échec, échec, échec sur échec. On multiplie les échecs. N'oubliez pas que c'est la contrainte et que c'est l'échec qui vous fait progresser. Je donne toujours un exemple très simple. Vous avez votre limite qui est ici. Vous montez l'intensité de vos entraînements. Vous arrivez ici et vous redescendez. Jamais vous allez buter contre votre limite. Le but, c'est d'aller buter un maximum vers votre limite pour justement essayer de repousser sans cesse cette limite. Donc là, l'idée de ce deuxième exercice, c'est de multiplier les échecs musculaires. Nerveusement, c'est atroce et musculairement, c'est atroce. Le premier exercice n'est atroce que nerveusement. On a fait donc 7 séries à ce moment-là de la séance. On est épuisé nerveusement, on est épuisé musculairement. Les 2 derniers exercices, c'est un 3 x 10 et ensuite un 2 x 10 sur des mouvements qu'on va faire un peu plus sur machine, avec plus de stabilité pour éviter la blessure parce qu'on est très fatigué, voire même sur de l'isolation à la fin sur le 2 x 10. Et là, on va chercher plus, pour le coup, de la sensation, de la qualité d'exécution. Et on terminera la séance là-dessus. Ça fait un total 12 séries, pardon. Il y a une centaine de reps. De mémoire, il y a 102 reps. Ah, si tu le comptes en points d'échec, ça doit monter haut. Ça doit monter à une bonne vingtaine de points d'échec ou 22 Ouais, dans la séance. Hein. c'est ça. Il y a une centaine de reps, mais effectivement, on va essayer d'avoir peut-être 15-20 échecs dans la séance. L'idée, c'est ça. Mais tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as beau être fatigué à la fin de la séance, je trouve que c'est plus simple, surtout et psychologiquement aussi, d'encaisser une séance avec de multiples points d'échec sur 10 à 12 séries que de faire 22 séries simples à l'échec. Je pense que ça dépend de ton niveau. Moi, Ouais. personnellement, faire 22 séries, Oui, comme tu le dis, ça va me cramer. Je vais être beaucoup plus performant sur ce genre de séance avec un volume plus réduit, mais des intensités plus élevées, parce que j'ai l'habitude de m'entraîner comme ça. Et je pense qu'il y a aussi une notion d'indice de force. C'est que quand tu vas chercher des charges très élevées, tu peux pas tenir très longtemps dans le temps. et en même temps, si tu prends ce type de programme et que tu enlèves toutes les techniques d'intensification, est-ce que à ton niveau actuel, après 17 ans d'entraînement, est-ce que tu progresserais réellement avec, par exemple, 6-8 séries de travail simples à l'échec, sans aucune technique d'intensification, avec un volume si faible? J'en suis pas convaincu non plus. C'est ce qu'on a fait un peu avec toi ce soir. Oui. Moi, je pense que c'est pas contre-productif non plus. Ça dépend Ouais. où tu le places. Et justement, c'est ça. Ah, tu veux dire quoi pour les quads? Ouais, ce qu'on a fait pour les quads. Avec toi, on a fait un 10 x 10 sans technique. Ouais, mais est-ce que tu penses que ça te permettrait de progresser aussi vite dans le même laps de temps que d'avoir des blocs où justement, quand tu as la récupération pour le sommeil, les calories, tu vois, est-ce que tu penses que tu aurais la même progression qu'avec ce que moi j'ai fait sur le dos, mais sur les quads? Quand tu as tout le contexte qui va autour, moi je pense que tu as quand même, d'un simple point de vue logique, si tu as la récupération qui le permet, tu ne peux que progresser plus vite en faisant plus si tu récupères. C'est ce que j'ai fait toute l'année 2023. Et après 17 ans d'entraînement, en faisant ça, j'ai quand même réussi à prendre 10 kilos. Comme tu l'as dit, en ne changeant rien au reste. Oui. En ne changeant rien au reste. Juste en faisant cette méthodologie d'entraînement. J'ai réussi à prendre 10 kilos de plus. Concrètement, et sans prétention, des mecs qui prennent 10 kilos après 17 ans d'entraînement, quand tu fais 120 kilos de poids de corps, tu le vois à Olympia, et encore. Donc je suis persuadé que c'est une méthode qui fonctionne. Et pas une méthode qui fonctionne sur moi, une méthode qui va fonctionner sur tout le monde parce que je le fais sur mes athlètes et je vais même te dire, mes athlètes natifs. Mais il faut à côté le contexte, la bonne récupération, la nourriture,
La complémentation, j'insiste sur la complémentation, c'est très très important. Les protecteurs articulaires, les protecteurs du foie, quand vous faites des entraînements comme ça, des transaminases, etc., on va pas rentrer dans les détails, mais il faut être chirurgical sur tout ce qu'il y a autour, tous les aspects qu'il y a autour de l'entraînement. Mais effectivement, je pense qu'à un certain niveau, ce genre d'entraînement sera beaucoup plus productif qu'un 10x10 basique, comme je peux le faire actuellement en post-compétition, où j'ai ni le sommeil, ni la nourriture qui va avec. Et si tu écoutes un gars comme Patrick Tuor, c'est le premier à te dire que à ton niveau, tu es obligé de passer par ce type d'entraînement pour, à un moment donné, te limiter en termes de force. Parce que si tu cherches à progresser indéfiniment en termes de force sur des séries simples, dans tous les cas, viendra un moment où ta force sera trop élevée, le risque de blessure sera trop important, il viendra le moment où tu finiras indéniablement par te blesser si tu restes, parce que pourtant, je t'avais montré ces protocoles, tu vois, avant d'arriver sur des programmes de SST qui peuvent faire penser à ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est du format Respo, c'est du format cluster, etc. C'est des entraînements qui sont assez peu volumineux, c'est du 8 séries en moyenne, tu vois, par muscle, aux alentours des 8-10 reps, lourd, basique, des temps de repos longs. Est-ce que c'est pas plus axé hypertrophie sarco, tu vois? Et justement, mais ça, c'est des blocs qui vont durer peut-être 3-4 mois de l'année. Mais en fait, tu te rends compte que sur ces athlètes de haut niveau, les 8 mois restants, c'est de l'entraînement en rest-pause, en cluster. Et parce que, comme il le dit toujours, il faut avoir des gars qui aient déjà une base de force élevée pour pouvoir avoir de la répétition avec de la charge lourde. Parce que si t'as pas cette contrainte-là dès le départ, l'entraînement n'a pas de sens par la suite. Et tu grilles une étape qui est fondamentale en réalité. Et une étape qui peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'entraînement, des fois pour certains, pour construire quelque chose de conséquent. Et justement, est-ce que pour un débutant, ça vaudrait le coup de faire ça? Non, parce qu'il va gagner des étapes et il y a des choses à mettre en place avant. Mais du moment où il y a un plateau, je pense que le meilleur moyen de passer un plateau, plutôt que de chercher continuellement à augmenter le volume, c'est peut-être de chercher à augmenter le nombre de points d'échec dans une séance, sans forcément chercher à augmenter le nombre de séries dans ta séance. Donc tu vois, il y en a très peu qui l'utilisent dans notre discipline. Moi, je suis un partisan de faire des cycles de force. Ou en tout cas, des cycles de masse axés force. C'est très rare que je descende en dessous de 6 répétitions. Mais quand tu es sur du 6, la science, la théorie dit que c'est sûr que tu es sur de la masse, mais de la série de 6, à notre niveau, quand tu travailles à 250, 300 kg au squat, tu travailles ta force max. À un moment donné, même quand tu es débutant, tu vas être obligé d'aller chercher ce genre de série-là, d'intensité-là, si tu veux justement passer ces caps. Parce que quand tu vas rester que sur des séries de 10 à 15 répétitions, à la sensation, sur machine, en tirage unilatéral et compagnie, est-ce que tu penses que tu peux progresser indéfiniment en faisant que ça? Non, et même comme on l'a dit, ça reste du travail qui vient comme travail accessoire. Et ça doit pas être du travail prioritaire, ou quand ça devient du travail prioritaire, c'est qu'on parle de quelqu'un qui a un niveau de pratique qui est au niveau d'un athlète professionnel. Toi, et même un gars comme JP, tu vois que pourtant, je le répète tout le temps, j'ai beau adorer le personnage pour certains aspects plus de sa mentalité, je suis pas un fan de ses méthodes d'entraînement. Mais en fait, même d'un point de vue juste logique, tu vois, dans toutes les séances que je programme, en fait, par définition, la fourchette de rep, elle va être adaptée déjà en fonction de la facilité, de la capacité de recrutement de quelqu'un sur un groupe musculaire. Tu vois, par défaut, quand j'ai quelqu'un qui recrute extrêmement bien un groupe musculaire, sur un exo polyarticulaire, j'ai naturellement tendance à l'entraîner plus sur un format lourd. Et en plus de ça, parce que c'est plus facile de faire progresser quelqu'un à l'échec sur un format lourd que sur un format de série longue. Au moins, t'enlèves une partie de l'aspect psychologique dans la difficulté de la série. Donc déjà, c'est double intérêt. Après, d'un point de vue logique, est-ce que je vais garder des séries qui sont de l'ordre de 12 à 20 répétitions, peut-être sur un écarté à la poulie vis-à-vis debout ou un pec deck? Je vais le faire naturellement, parce que je vais pas forcément planifier un 6RM sur un pec deck, tu vois, ne serait-ce que d'un point de vue sécuritaire, et parce que l'intérêt de l'exo n'est pas là pour justement prendre de la force. Donc en fait, ça va se mixer naturellement aussi à un certain moment. Ouais, donc j'en viens aussi sur un point, c'est que ce qu'on dit là sur travailler sur des séries courtes, lourdes, et sa force, ça s'adapte aussi à certains exercices. Évidemment qu'il faut choisir les exercices. On ne peut pas faire ce qu'on a fait, un protocole de maintien de charge, comme moi je l'appelle, sur un pec deck, sur un curl biceps, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est évidemment sur des exercices de base, polyarticulaires, le squat, le rowing, le soulevé de terre, le développé couché. C'est évident. C'est les mouvements que vous allez retrouver chez les forceux athlétiques, chez les strongman. Ça, c'est de la logique, quoi.
Et après, effectivement, les séries un petit peu plus longues, on va les inclure en fin de séance sur des machines, des isolations, où là, on peut aller travailler sur du 10, 12, 15, un peu plus à la sensation. Là, je suis d'accord. Juste, je vais faire un petit laïus. Ça, c'est ma théorie à moi. Et puis, de toute façon, s'il y en a qui sont pas d'accord, c'est ma chaîne YouTube, donc c'est pas grave. Je l'ai dit tout à l'heure, le muscle, à l'origine, il n'est pas fait pour être beau. Il n'est pas fait pour ça. Le muscle, il est fait pour se mouvoir. Il est fait pour le mouvement. OK ? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, chez les personnes âgées qui deviennent grabataires, qui n'arrivent plus à se déplacer ou quoi que ce soit, elles perdent de la masse musculaire, elles perdent de la force, et donc elles perdent de la mobilité. Nous, le but, si vous voulez, c'est d'essayer d'imposer des contraintes à ce muscle pour l'obliger à se renforcer. Et un muscle à qui on impose une contrainte, il se renforce de quelle manière? En devenant plus gros. Et c'est nous, au 20e, 21e siècle, qui avons donné à un muscle plus gros une notion d'esthétique. C'est notre société qui dit un muscle, il est plus joli quand il est plus gros. Et encore plus dans le bodybuilding. Mais en gros, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire grossir un muscle? Ben, c'est revenir à l'origine. C'est le mettre sous des contraintes. Et quand vous faites des séries de 10, de 12, de 15 en tirage unilatéral à la sensation, vous ne lui imposez pas de contraintes. C'est pas vrai. Parce que, comme Anto l'a dit, aller chercher un véritable échec musculaire sur de la série longue, c'est très compliqué. Il y a toujours moyen d'aller gratter 5 ou 10 reps de plus. Moi, je vais partir sur une série de 15, tu vas arriver dans mon dos, tu vas me dire 5 de plus, je vais être capable d'aller les chercher. Alors qu'une série de 6, c'est beaucoup plus facile. La 6e, la 7e, elle monte pas. C'est plus simple de déterminer un échec là-dessus. La force, on le sait, ça a été prouvé, elle est travaillée sur une range de reps de 1 à 5, 6 répétitions. Voilà, vous voulez vous trouver à l'équilibre entre la construction de la masse et la prise de force, travaillez sur de la série de 6, 5, 6, 7 répétitions. Vous allez prendre de la force, vous allez atteindre un échec plus facile à déterminer, et donc forcément vous allez imposer une contrainte à votre muscle, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va grossir, il va devenir plus gros, et donc plus beau par rapport à la définition qu'on lui donne aujourd'hui. Donc il faut lui imposer des véritables contraintes. Hein, et c'est pour ça que le travail de force, beaucoup de coachs parlent de surcharge progressive. Il faut tout le temps, voilà. Mais moi, pour moi, la surcharge progressive, ça fait partie du protocole que je t'ai donné. Si je le détaille complètement, ce protocole d'entraînement, vous avez eu que 1 microcycle sur 3. Le premier spectre, ce sont des séries de 6 à la RM du moment. C'est-à-dire qu'on réadapte la charge à chaque série. Le deuxième, c'est celui que tu as fait aujourd'hui, c'est à la RM réelle qu'on va conserver grâce à la méthode des maintiens de charge. Le troisième cycle, c'est de la surcharge progressive. Parce qu'au troisième cycle, je te demande la même chose qu'au cycle que tu viens de faire là, mais avec une 5 RM. Mais je te demande toujours 6 reps. Donc dès la première série, tu as un échec à 5. Donc dès la première série, tu utilises le rest pause. Tu vas faire 5 reps plus une. Deuxième série, tu vas rester en rest pause, mais à ta 5 RM. Donc c'est plus lourd que le cycle 2. L'objectif de ça, c'est quoi? C'est de travailler de plus en plus lourd à chaque cycle et que cette 5 RM de ton troisième microcycle, quand tu reviens au début du protocole, elle soit devenue ta 6 RM. Et à chaque cycle, ta 5 RM va devenir ta 6, ta 5 va devenir ta 6. Et tu vas prendre de la force à chaque cycle. Ça, c'est la théorie, bien entendu. Mais du coup, à chaque cycle, un cycle, ça dure à peu près 3 mois, et ben, tu vas prendre une RM sur chaque série. Au bout d'un an, la prise de force, elle est démentielle. Et logiquement, si tu prends plus de force en un an, sur ton physique, ça se voit. Ouais, surtout qu'on en revient toujours au truc de la sensation, mais plus de force, plus de muscles, plus de sensation. Aussi. Et en fait, c'est un cercle vertueux, mais il ne faut pas le prendre à l'envers. C'est ça. Il faut pas Devenez fort d'abord, travaillez votre force d'abord, et après vous essayerez d'avoir des sensations. En fait, équilibrer un physique, ça vient quand il y a déjà un physique avec une base musculaire. Exactement. Mais il faut déjà avoir construit quelque chose, et après là, tu te rends compte que j'ai des pectoraux qui sont un peu faibles, des épaules qui sont trop développées, des triceps développés. Je vais avoir un travail plus précis pour rééquilibrer ça sur l'année à venir. Mais il y a déjà 8 ans de boulot avant d'en arriver là. La différence, je lisais cette phrase il n'y a pas si longtemps que ça, la différence dans tous les sports, les amateurs et les professionnels, c'est que les amateurs, ils essaient tout le temps de trouver le secret et de complexifier toutes les choses. Les professionnels, ils reviennent toujours aux bases. Moi, personnellement, quand là, je sors de ma phase de préparation, je vais remanger, je vais me réhydrater, je vais faire tout ce qu'il faut, reprendre quelques kilos, je vais reprendre du squat, du soulevé de terre, du développé couché, et je vais aller chercher des perfs. La base. Et je vais faire ça pendant 6 mois. Et après, j'essaierai d'aller peaufiner sur justement les petits points faibles, les petites lacunes que j'ai pour essayer d'équilibrer, d'harmoniser, parce que malgré tout, à haut niveau, il faut avoir un physique le plus équilibré possible, mais d'essayer d'équilibrer un physique qui n'a pas de volume,
Je pense que c'est le cas aussi. On a des débutants qui viennent nous voir, qui font 60, 70 kilos et qui te disent j'ai un point faible sur les pecs. Mais comment tu peux le savoir? Faisceau Ouais, claviculaire. ou faisceau claviculaire. Et alors ils font de la poulie unilatérale ici, sans avoir de pectoraux. Moi je leur dis les gars, allongez-vous sur le banc, faites-moi un 10x10 à 100 kilos au bench, et après vous pourrez faire de l'isolation. En tout cas, j'espère que vous êtes régalés. Vous avez passé un bon moment. Vous avez des tips? Ouais. Je pense que oui, parce que vu la quantité d'infos que vous avez eues, vous avez de quoi vous régaler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a une section commentaires qui est dédiée à ça. Donc comme ça, au moins, on prendra le temps de vous répondre dessus en détail. J'espère qu'on refera, Ah bah, c'est sûr. parce que je pense qu'on va un peu à contre-courant quand même de pas mal de choses qui se disent sur les réseaux. Je pense que ça va venir. Ouais. Parce que les gens ouvrent un petit peu les yeux sur certaines choses. Ouais, mais On il va y faut des arriver. gens pour leur ouvrir les yeux. On va y arriver. J'ai pas envie d'être prétentieux en disant ça. Mais moi, je suis un peu allé tout le temps à contre-courant de ce qui se disait. J'ai fait confiance qu'à moi-même et qu'à mon intuition. J'ai tout le temps pensé que le body, je l'avais un petit peu dans le sang. J'ai fait les choses comme je les sentais. Aujourd'hui, je pense que les résultats ont parlé en ma faveur. Et je changerai pas mon fusil d'épaule. Je continuerai de croire en ce que je fais parce que ça marche. Après, à vous de faire votre choix. Mais on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque-là. Et puis, probablement à bientôt pour